TV. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française. Et au menu de cette revue de presse ce matin, la rencontre aujourd'hui entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Le patron du Kremlin, vous l'avez dit, a les honneurs de la première visite du président turc à l'étranger depuis le putsch raté du 15 juillet. Le signe d'un désir mutuel de rapprochement, selon le Figaro, qui revient sur les points communs entre le tsar et le sultan, deux dirigeants nationalistes et autoritaires qui malmènent de manière identique la démocratie et les droits de l'homme, réduisent au silence l'opposition, ferment les journaux et mettent la justice au pas, je cite, « Chez eux ne compte que la force, la virilité et la testostérone », écrit le journal, évoquant aussi des intérêts communs liés à leur place particulière dans l'espace eurasiatique, à cheval entre deux continents. Le Figaro fait cependant aussi état de différents réels entre deux pays qui se disputent, on le sait, l'influence au Moyen-Orient, notamment en Syrie et dans la mer Noire, rappelant qu'Ankara n'a aucun intérêt à rompre avec l'Europe, ni avec l'OTAN. Je ne crois pas à un renversement d'alliance. On n'efface pas si vite des décennies de coopération, y compris militaire avec les États-Unis. Leur rapprochement entre donc la Russie et la Turquie est essentiellement tactique, commente Bruno Tartrek, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Ceci dit, Hélène, les relations entre la Turquie et les pays occidentaux se sont quand même beaucoup refroidies ces derniers mois, en particulier depuis le putsch raté. Dans un long entretien au Monde, le président turc fait part de son amertume. « J'aurais souhaité, dit-il, que les leaders du monde occidental réagissent à ce qui s'est passé en Turquie et qu'ils ne se contentent pas de quelques clichés pour condamner la tentative de putsch. Ou alors, j'aurais voulu qu'ils viennent ici, en Turquie, je le cite, d'après Recep Tayyip Erdogan, qui ne digère pas les réserves exprimées, vous l'avez dit aussi, par les Occidentaux sur l'ampleur inouïe des purges qui ont suivi la tentative de coup d'État. Le monde occidental a été, je le cite, en contradiction avec les valeurs qu'il défend. Il doit être solidaire de la Turquie, qui s'est approprié ses valeurs démocratiques. Malheureusement, il a préféré laisser les Turcs seuls, poursuit-il, estimant que les Occidentaux ne devraient pas se soucier du nombre de personnes arrêtées ou limogées. Un État a le droit de recruter et de licencier les fonctionnaires qu'il souhaite. La Turquie n'a jamais posé ce type de questions à ses partenaires occidentaux, lance Erdogan. Le souci, selon Sled, c'est que entre l'une et les autres, il y a, semble-t-il, une petite perception assez différente de ce qu'est la démocratie. Quand la Turquie emploie ce mot, l'Occident entend démocrature, relève le site, qui raconte que l'amertume d'Erdogan est partagée par une grande majorité de Turcs, aux yeux desquels l'Occident n'a pas montré le minimum de solidarité nécessaire à leur égard, en ne jugeant pas à sa juste mesure ni la gravité des événements, ni l'élan démocratique du peuple face au tank des putschistes, je cite. Direction à présent le Kenya, Hélène, et plus précisément le camp de réfugiés de Kakuma qui accueille actuellement près de 190 000 personnes. On va voir les images qui sont impressionnantes. Libération s'est rendue sur place. Le journal s'est rendu à l'invitation de la Commission européenne dans ce qu'il présente comme une énorme machine humanitaire gérée par le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, un lieu où une génération entière n'a connu que la vie entre les tentes et les hangars. Un quart de siècle après son ouverture, ce camp, où affluent notamment beaucoup de Sud-Soudanais, est devenu une ville en soi, d'après Libé, qui s'inquiète de voir Kakuma devenir une sorte de bidonville pérenne. En matière d'humanitaire, rappelle Libé, le temporaire devient souvent permanent. Si subsister là permet d'échapper à la mort ou à la faim, ce ne peut pas être non plus un but en soi. Pourtant, ces camps risquent de se multiplier, prévient Libération, qui dénonce le refus des pays membres de l'ONU de s'engager à accueillir chaque année un quota minimum de réfugiés pour soulager évidemment le fardeau des pays d'accueil, notamment des pays en développement tels que le Kenya. On termine cette revue de presse en France. Manuel Valls a promis hier des mesures pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Alors que la France connaît un nombre record de détenus, 69 365 très précisément, pour seulement 58 311 places, le Premier ministre a assuré que des places supplémentaires seraient annoncées à l'automne, d'après le Parisien. Mais cela suffira-t-il pour créer plus de places en prison? Cela suffira-t-il à régler le problème? D'après la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté citée par la Croix, plus on construira de places en prison, plus elles seront occupées. Le journal rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a beau condamner la France pour ses mauvaises conditions de détention, les choses ne semblent guère changer, je cite. Et si la vraie réponse était ailleurs, Victor Hugo ne disait-il pas qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison? Mais de quelle école parle-t-on? L'Humanité a enquêté sur l'arrivée en France d'une association gérée par des entreprises privées appelée
Teach for Friends, appartenant au réseau américain Teach for All, l'enseignement pour tous. L'UMA accuse cette structure de former des professeurs bon marché, des profs low cost qui sont recrutés ensuite par les écoles publiques pour une durée de 2 ans. D'après l'Humanité, l'Académie de Créteil aurait déjà confié la sélection et la formation express d'une trentaine de diplômés des grandes écoles à cette association. Ces diplômés seront nommés dès la rentrée prochaine dans des collèges de l'éducation prioritaire. Merci, Hélène Frade.